Bon, on va démarrer doucement. Donc aujourd'hui, je vais vous donner quelques éléments qui sont, enfin quelque chose d'un peu nouvelle qui sont produits depuis l'année dernière, dans les domaines qu'on a explorés l'année dernière. Ce que j'appelais quelques éléments nouveaux sur le thème 2013. Et à partir de la semaine prochaine, je ne suivrai plus mon plan. Voilà. Comme d'habitude, j'avais pensé vous faire des histoires de circulation croisée. Vous savez, quand on croise un jeune avec un vieux, je veux dire par le sang, hein. Le vieux rajeunit, mais le jeune vieillit. Donc je pensais que ça vous amuserait. Il faudra attendre probablement la 4e leçon pour avoir ces expériences de circulation croisée qui sont assez dramatiques, en tout cas spectaculaires. Donc aujourd'hui, c'est donc une mise à jour, mais ce n'est pas une répétition de l'année dernière, c'est une vraie mise à jour. Et je vais commencer par une revue relativement récente et généraliste sur le lien qu'on peut observer entre la neurodégénérescence et les cassures de l'ADN. C'est une revue qu'on doit à un groupe qui est, je crois que cet article-là, de Madabushi et collègues, que vous voyez les noms ici. Et il commence par une vision relativement optimiste de 800 000 centenaires états-uniens en 2050. Donc ils appellent ça un miracle. C'en est un, au moins sur le plan biologique. C'est l'on sait que chaque jour, chaque cellule de notre corps est soumise à plusieurs centaines de milliers de lésions et modifications qui touchent les protéines, qui touchent les lipides, qui touchent l'ADN. Rien n'est épargné. Comme nous renouvelons notre poids corporel en cellules chaque année, on pourrait se dire que ça n'a pas beaucoup d'importance parce qu'on a toujours de nouvelles cellules, mais chacun le constate, ou sera rapidement amené à le constater. Ce n'est pas pour ça qu'on est du jour ou à la coque. Par ailleurs, nombre de neurones vivent aussi longtemps que leurs porteurs et ne sont donc pas renouvelés, même si certains le sont au niveau de l'hippocampe et du bulbe olfactif. Plutôt pour les souris d'ailleurs, car pour Sapiens, il y a un doute pour le bulbe olfactif. C'est un truc sur lequel je reviendrai probablement à la fin du cours. La neurogénèse adulte chez Sapiens, pour certains, ne touche pas le bulbe, mais plutôt le striatum, qui est une autre structure du cortex, enfin sous-corticale. Donc, je ne sais pas si c'est aujourd'hui ou la semaine prochaine, je raconterai ça, je ne sais plus très bien. Donc, la revue dont je vous parle ici se concentre sur l'ADN et le système nerveux, avec des chiffres tout à fait impressionnants. 200 déaminations de cytosine, qui est une des bases évidemment, 3000 méthylations de guanine, 10 000 dépurinations spontanées, 10 à 100 000 lésions par oxydation, 10 000 cassures simple brin et de 10 à 50 cassures double brin par jour et par cellule. Pour les cassures double brin, cela semble peu, 10 à 50, mais ce serait une grave erreur de les sous-estimer, car ce sont les plus toxiques, les cassures, et probablement celles qui sont à la base de vieillissement cérébral et des maladies de la neurodégénérescence. N'allez pas vous suicider à la sortie du cours. Finalement, nous ne sommes plus que notre génome. Hein. Enfin, c'est ce qu'on dit. Donc je ne vais pas répéter ce que je vous ai raconté l'année dernière, et encore moins la semaine dernière, mais je vais disserter pour démarrer à l'aide de cette revue sur les lésions de l'ADN dans le cerveau vieillissant et sur le rôle des lésions de l'ADN dans les maladies neurodégénératives. Nous y reviendrons dans 6 semaines probablement, à l'occasion des travaux accomplis par ma propre équipe sur la maladie de Parkinson. Donc, personne n'échappe au vieillissement, ce qui montre que la maintenance des organismes est une tâche beaucoup plus difficile que leur fabrication. Avec l'âge, l'instabilité du génome se manifeste au moins de 3 façons. Une première d'entre elles consiste en l'accumulation de lésions non réparées, probablement due à la diminution des systèmes de réparation. Donc, vous avez ici, par exemple, les cassures, et puis vous avez une accumulation de mutations
ou de lésions qui ne sont pas, les mutations évidemment sont des mutations, mais les lésions ici, il y a des lésions qui ne sont pas réparées. Et là d'ailleurs, il y a 3 voies. Je vous montre donc les accumulations de mutations avec tout ce que ça peut impliquer sur le plan de ce que le génome encode et des gènes qui sont transcrits et puis traduits en protéines ou en ARN, puisque vous savez maintenant depuis longtemps qu'il n'y a pas que des protéines qui sont fabriquées par le génome, mais aussi beaucoup d'ARN qu'on dit des ARN non codants, bien qu'ils soient d'une certaine façon codants indirectement, mais non traduits en protéines en tout cas. Et puis, vous avez ici ces lésions qui ne sont pas réparées. Et cette non-réparation entraîne que quand le génome est lu par des RNA polymérases pour faire des ARN, eh bien, la transcription peut être bloquée au niveau des sites endommagés, c'est-à-dire que la transcription ne se fait pas. Et donc, vous avez des pertes de fonction neuronale et de la sénescence. Vous avez également la même chose au niveau des mutations qui entraînent l'arrivée de molécules, en particulier ici une molécule sur laquelle je reviendrai souvent, une famille qu'on appelle les sirtuines, qui sont des déacétylases. Et ces accumulations de modifications de la chromatine, du génome et des protéines qui entourent le génome, eh bien, entraînent ce qu'on appelle des épimutations, qui ont les mêmes effets que les lésions non réparées, et puis aussi des répressions de la fixation des ARN polymérases, c'est-à-dire en fait, on commence à avoir des régulations anormales, des expressions anormales de gènes qui sont normalement silencieux et qui devraient rester silencieux, et ce qui entraîne aussi finalement à aboutir à le vieillissement cérébral, même en bonne santé bien entendu, mais parfois un vieillissement cérébral en mauvaise santé, le non-healthy aging, où vous avez des marques de neurodégénérescence. C'est ce qui arrive donc en fin de course, ce vieillissement du système nerveux et les maladies qui sont associées à ce vieillissement. Je vais illustrer dans un instant ce point à l'aide d'un article récent. L'analyse par microarrêt, c'est une technologie qui a presque disparu aujourd'hui, mais qui permet de comparer des transcriptomes entre eux, c'est-à-dire tous les ARN qui sont faits dans une cellule, dans une condition ou dans une autre, et de cerveaux humains, post-mortem, pris à des âges différents. L'analyse démontre que dès 40 ans, une baisse de l'expression de gènes impliqués dans la mémorisation, en même temps qu'une augmentation de l'expression de gènes liés au stress. Voilà. Donc, dans cet article, les auteurs ont analysé le transcriptome, donc l'ARN qui est synthétisé, au niveau du cortex frontal de 30 individus âgés de 26 à 106 ans, quand même, et identifié 2 clusters de gènes, un composé de gènes dont l'expression augmente avec l'âge et d'autres de gènes dont l'expression diminue avec l'âge. Le tout comptant pour environ 4% seulement des 11 000 gènes analysés. Donc, je vous montre ça ici. En gros, c'est sur la gauche ici, vous avez tous les gènes qui sont régulés à la baisse, c'est-à-dire une perte de leur expression en cours de vieillissement. Vous voyez que, par exemple, vous avez la transmission synaptique, le transport des vésicules, qui est aussi important évidemment pour l'activité synaptique, l'homéostase du calcique, et qui a à voir aussi dans la signalisation intercellulaire, des MAP kinases, des fonctions mitochondriales. Et ici, le turnover des protéines qui monte pour certaines et baisse pour d'autres. Et puis, vous avez ce qui est augmenté au cours du vieillissement. On s'y attend évidemment, c'est les réponses au stress, les systèmes de réparation de l'ADN, l'inflammation, qui est un des grands facteurs évidemment de vieillissement, une augmentation des gènes qui sont impliqués dans la myélinations et le métabolisme des lipides. Et ici, vous avez des gènes dont une partie monte et l'autre descend, et qui ont à voir avec les régulations hormonales et la transcription. Évidemment, par exemple, la transcription, vous pouvez avoir des gènes dont la transcription augmente ou diminue avec l'âge, mais ce ne sont pas forcément les mêmes. Ils ne sont pas forcément les meilleurs. Donc, ces études sont retrouvées par une autre technologie, on peut voir ici par RT-PCR,
qu'on a une parfaite... c'est-à-dire que là, on voit chaque messager séparément. Là, ce sont des analyses qui sont des analyses comparatives globales sur les transcriptomes, que ce qu'on voit là est réel, c'est-à-dire que tout ce qui a été vu de cette façon est retrouvé quand on regarde gène par gène. Donc, et cela sont des résultats qui se traduisent sans perte massive de neurones. C'est-à-dire qu'on peut voir que, par exemple, vous voyez ici la bêta-tubuline, entre les individus jeunes et les individus âgés, la bêta-tubuline, qui indique en fait le nombre de cellules d'une certaine façon, ne peut pas bouger énormément entre le jeune et le vieux, mais ce que vous allez voir, c'est que vous avez des gènes qui restent exprimés chez les jeunes à certains taux d'expression forts. Regardez ici la protéine tau, ou ici un récepteur au glutamate, et vous voyez que vous avez chez les individus plus âgés une baisse assez importante de l'expression de ces gènes. Donc, c'est aussi décrit de façon un peu plus spécifique dans ces diapositives, ici, celle-là puis la suivante. Vous voyez ici tout ce qui peut être modifié dans l'ordre des fonctions synaptiques, de l'homéostase calcique, des signalations qui impliquent la MP cyclique, etc. Je ne vais pas vous les décrire, mais vous voyez que ces gènes sont quand même très fortement surexprimés, sous-exprimés ou surexprimés. Et puis vous savez aussi le transport vésiculaire, les microtubules, enfin bref, tous des fonctions qui ont à voir évidemment avec le maintien et l'homéostasie de la signalisation interneuronale. Vous pouvez regarder aussi dans une autre catégorie qui est la réponse au stress. Vous voyez l'augmentation des gènes de réponse au stress qui est très forte. C'est tout ce qui est rouge ici dans les cerveaux les plus âgés, de 40 quand même à 106 ans. 40 ans, c'est quand même pas vieux, mais bon, ça commence déjà à... C'est le début de la fin. Et ça ne va pas s'arranger, mais avant 40 ans, on est encore relativement jeune, ce qui est une bonne nouvelle. C'est une bonne nouvelle parce qu'en fait, comme vous savez, on n'est pas censé vivre au-delà de 40 ans. Ça, tout le reste, c'est une bonne nouvelle, parce que tout le reste, c'est quand même du bénéfice, d'une certaine façon, durable, qui n'existe que dans certaines populations, dans les populations aisées et dans des pays qui sont des pays qui ont des niveaux de vie plus élevés. Mais dans un grand nombre de pays, l'espérance de vie ne dépasse pas une cinquantaine d'années, comme vous le savez. Et il y a environ 150 ans, l'espérance de vie n'atteignait pas une cinquantaine d'années. Donc, en l'espace de quelques générations, l'espérance de vie humaine a doublé. Et c'est pour ça que ces maladies dont nous parlons aujourd'hui et ces processus de vieillissement dont nous parlons aujourd'hui n'existaient pas. Voilà. Donc, il faut aussi voir le bon côté des choses. Nous pourrions déjà être morts. En bonne santé, mais morts. Voilà. Donc, on n'est pas en mauvaise santé non plus, parce que la médecine, heureusement, a fait des progrès. Donc, cette information... on va voir ce qui suit. Voilà. Donc là, oui. Donc dans cette diapositive, elle est intéressante à plus d'un point, vous allez voir, parce que après avoir confirmé évidemment que l'ADN de cortex embryonnaire, on s'en douterait, est en bonne santé, les auteurs se sont amusés à regarder les niveaux de guanosine sur les promoteurs de plusieurs gènes, les guanines donc, et ont montré qu'elles sont oxydées. Beaucoup. Et ensuite, ils se sont amusés à suivre l'augmentation avec le temps des dommages. Donc, on voit ici une augmentation des guanosines sur des gènes qui sont importants au cours du vieillissement, donc d'oxydation de ces guanosines. Donc, ces gènes sont oxydés, c'est 8 oxoguanosines. Ces guanidines, ce sont des modifications qui sont liées à l'oxydation du génome, donc qui n'est pas une bonne nouvelle. Mais ils sont aussi amusés, si j'ose dire, à suivre l'augmentation avec le temps des dommages qui sont subis par les gènes importants. Et ce que vous voyez ici, ça c'est intéressant, c'est que tout va relativement bien finalement, jusque vers 60 ans. Mais alors entre 60 et 70, moi je me trouve là, je ne sais pas où vous êtes vous, mais moi je suis au point d'inflexion.
entre 60 et 70, c'est terriblement déprimant parce qu'en 10 ans, ça s'effondre quasiment. Donc, quand j'ai fait ça cet été, j'ai eu un moment de dépression. Et puis j'ai téléphoné à éditeur, je lui ai dit oh là là, j'arrête tout. Il m'a dit t'inquiète pas, on est plus que nos gènes, donc essaye de continuer un petit peu quand même. Donc j'ai repris courage et j'ai essayé de terminer la préparation du cours. Mais je veux dire que c'est impressionnant, au fond finalement, la bonne nouvelle c'est que ça reste stable relativement longtemps. Mais ce qui est impressionnant, c'est la vitesse à laquelle les lésions s'accumulent entre 60 et 70, comme vous pouvez voir. Comme je ne vois plus grand-chose, je sorte mon truc parce que... Voilà. Oui. Donc là, vous avez les oxydations sur les guanines, sur certains gènes, aussi au cours du vieillissement. Et vous voyez ici les 8-oxodéoxyguanines, c'est-à-dire les oxydations dans les promoteurs sur les régions riches en CG sur les promoteurs. Vous voyez qu'il y a vraiment des différences qui sont incroyablement fortes quand on immunoprécipite avec un anticorps anti-8-oxogonidine. Donc ça montre quand même que ce n'est pas formidable, mais bon, c'est la vie, quoi. Il y a aussi une baisse d'expression des gènes, je dirais des gènes de la jeunesse. Vous voyez ici une baisse d'expression des gènes au cours du vieillissement cérébral. Voilà. Donc, ouais. Un deuxième mode de manifestation du génome consiste évidemment en la réparation erronée des lésions avec les mutations qui accompagnent ces erreurs. Alors, contrairement aux oxydations dont je viens de vous parler sur les guanidines, et qui, en fait, ça c'est la bonne nouvelle, il en faut, sont réversibles. Aujourd'hui, je ne suis pas très bien, donc ne vous inquiétez pas, je ne suis pas dans ma phase high, donc je peux rêver d'être un tout petit peu pessimiste, mais je suis un garçon optimiste d'une façon générale. Donc il y a des bonnes nouvelles, c'est que ces lésions, ces oxydations sur les déoxyguanidines sont réparées. Mais il y a aussi des mauvaises nouvelles, c'est que les mutations qui sont liées à des réparations erronées, elles ne sont pas réparables, puisque en fait, c'est la réparation elle-même qui introduit une erreur. Donc une fois que c'est réparé avec une erreur, c'est fichu. L'erreur reste. Donc ces mutations contribuent à la neurodégénérescence liée à l'âge, et ça de façon directe. L'analyse génomique qui a été faite au niveau de cellules uniques a démontré que 13 à 41% des neurones du cortex frontal humain, post-mortem, ont des modifications du nombre de copies du matériel génétique sur des longueurs d'au moins 1 million de bases. C'est pas peu. Compte non tenu, évidemment, des modifications directes de l'ADN, les lésions non réparées ont des conséquences au niveau de la structure de la chromatine. Parce que ce n'est pas en fait une modification de votre ADN, et donc que l'ADN est effectivement modifié, mais au-delà de ça, vous avez des modifications qui sont beaucoup plus importantes. Ça a des conséquences sur la structure globale de la chromatine. Et alors là, c'est sur de très très grandes régions, plusieurs millions de bases. Donc ces modifications sont nécessaires parce qu'elles interviennent dans le processus de réparation. On en a parlé l'année dernière. Il faut que la chromatine se modifie pour donner accès aux enzymes de réparation au niveau de l'ADN. Mais en même temps, une fois que la réparation a été terminée, une fois que le plombier est arrivé à rebooter les deux bouts, et pas toujours bien, vous vous rappelez, des fois il y a... Voilà quoi. Il faudrait que ça revienne à la normale. Or, la structure ne revient pas toujours à la normale quand la réparation a été terminée. De ce fait, avec le temps, l'organisation globale de la chromatine se trouve atteinte et je reviendrai plus tard sur les modifications avec l'âge de ce qu'on appelle l'épigénome. Donc, ces modifications globales de l'architecture de la chromatine peut être induite par des agents qui sont DNA toxiques, c'est-à-dire qui agissent sur l'ADN, de façon aiguë, toxicité brutale sur votre ADN. Le mien aussi, quand je dis votre ADN, c'est...
Par exemple, on a observé que l'exposition de cellules à l'eau oxygénée, enfin au peroxyde H2O2, et la formation qui s'ensuit de cassure double brin, comme chacun sait, induit une redistribution de la sirtuine, qui, je vous remets cette diapositive, vient se localiser, une sirtuine 1 ici, qui vient se localiser sur les sites lésés. Elle était avant sur des régions qui sont riches en éléments répétés, et c'est un point sur lequel je reviendrai plus tard. Je reviendrai donc, comme je dis, ultérieurement sur ces questions des sirtuines. Mais pour l'instant, je me contenterai de vous raconter que si elle est maintenue par un stress continu, la relocalisation des sirtuines, et de sirtuine 1 en particulier ici, qui est essentielle pour la réparation de l'ADN, ça c'est clair, a des effets globaux sur la transcription. Alors, les changements transcriptionnels que l'on observe dans ces conditions sont similaires à ceux qu'on observe dans le cerveau de souris bien entendu, au cours du vieillissement. L'activation de sirtuine 1 peut donc à la fois contribuer, et elle contribue à la réparation de l'ADN, mais aussi promouvoir l'expression d'éléments répétés. Vous savez, ce sont ces séquences répétées, en particulier les éléments transposables, les éléments mobiles dans l'ADN, dans le génome, dont on a souvent parlé, dont je vous reparlerai peut-être, je ne suis pas sûr encore, mais peut-être, dont vous le savez depuis l'année dernière, que ce n'est pas bon. Ces expressions d'éléments répétés ont des fonctions physiologiques normales, c'est vrai, mais elles sont à l'origine de cassures dans le génome. Et quand on a une forte expression des éléments répétés, ça veut dire que de l'hétérochromatine, dans lequel normalement les gènes ne devraient pas être exprimés, cette hétérochromatine se relâche et il n'est pas bon de laisser son hétérochromatine se relâcher. Donc surveillez votre hétérochromatine. Donc les manquements à la réparation de l'ADN ont aussi été observés dans des maladies neurodégénératives qui ne se déclarent qu'avec l'âge. C'est en effet quelque chose sur lequel j'ai fait une petite allusion tout à l'heure sur le mode humoristique, mais c'est extraordinairement étonnant de constater que même dans leur forme génétique stricte, c'est-à-dire qu'il y a des maladies de la neurodégénération qui sont totalement génétiques. Par exemple, la maladie de Huntington est une maladie qui est absolument génétique. C'est-à-dire que si vous avez une mutation de la Huntington, qui est une protéine qui est impliquée dans cette maladie, vous savez que vous allez développer la maladie. Et il n'y a pas de cause non génétique de la maladie de Huntington. Pour le Parkinson, il y a entre 5 et 10% des formes qui sont des formes génétiques. Pour l'Alzheimer, il y a entre 5 et 10% qui sont des formes génétiques. Mais même quand vous avez une forme génétique, vous en tirez relativement bien jusqu'à l'âge de 40, 50, voire 60 ans. Donc, ça veut dire qu'au-delà de ces mutations qui sont là dès l'œuf, malheureusement, il y a une composante âge qui intervient et explique, à mon avis, que ces maladies ne sont importantes, qui explique, pas à mon avis, qui explique sans aucun doute, que, comme je le disais il y a 30 secondes, ces maladies ne sont importantes que dans les civilisations qui permettent une survie prolongée pour la vaste majorité des individus. Nous reviendrons sur ces points un peu plus tard quand je vous proposerai que c'est une modification avec l'âge de l'hétérochromatine, là où les gènes sont maintenus silencieux, et que cette modification avec l'âge de l'hétérochromatine sensibilise aux mutations déjà toujours présentes d'une certaine façon. Il reste que, comme je vous l'ai rappelé la semaine dernière, les cassures double brin, si on ne parle que de celles-ci, sont une composante naturelle de l'activité cérébrale. Je vais le redire encore une fois. Pourquoi? Ça, on n'en sait rien, mais ça a un lien évidemment avec les radicaux libres qui sont générés par l'activité cérébrale, qui, comme vous le savez, est très grosse consommatrice d'ATP. Donc, quand vous faites de l'ATP, vous générez des hydroxyles actifs, là, des superoxydes, et puis ces superoxydes ensuite vous font des peroxynitrites ou de l'hydrogène peroxyde, des radicaux libres, alors là qui sont les plus toxiques,
et que ça va aller vous casser l'ADN. Donc plus vous avez un cerveau actif, et plus vous allez briser votre ADN. Donc, et le cerveau est évidemment le plus grand consommateur d'énergie, je vous l'ai dit N fois. Donc c'est ce qui fait penser, et je crois que c'est juste, que le problème, ce n'est pas tellement les cassures, c'est du côté de la réparation, en fait, c'est le vieillissement de la réparation qui pose un problème. Cette diapositive, je vous l'ai montrée plusieurs fois parce qu'elle est extraordinairement intéressante. Elle montre effectivement que quand vous mettez une souris dans un environnement nouveau et qu'elle explore, et que donc elle a le cerveau qui bouge d'une certaine façon, les synapses qui se mettent en place, qui remuent, et à ce moment-là, vous faites des cassures d'ADN, on peut voir ça, mais que ça se répare très facilement, très rapidement. Dès que vous remettez la souris dans sa cage, elle se répare. Mais si vous avez une maladie de type maladie d'Alzheimer, eh bien, ça ne se répare plus. C'est-à-dire qu'en fait, la question, ce n'est pas tellement de casser son ADN. Oui, c'est un vrai problème, parce qu'on ne répare jamais parfaitement. Hein. Mais c'est beaucoup plus grave de ne pas pouvoir réparer ce qu'on a cassé. Donc, dans ces gens qui ont des mutations, au bout d'un certain temps de non-réparation, eh bien, il se passe quelque chose qui est de l'ordre du catastrophique. Au lieu de se passer entre 60 et 70 ans, ou entre 90 et 120 ans, ça se passe entre 60 et 70. Voilà. Donc, jusque-là, tout va bien. Donc, on ne peut pas aller trop vite dans ces considérations parce que, et de dire que la maladie d'Alzheimer est liée uniquement, par exemple, à une défection, une réparation défectueuse des cassures double brin. D'abord parce que sous le terme de maladie d'Alzheimer, comme d'habitude, bien entendu, se cache un très grand nombre d'étiologies différentes. Hein. Les formes génétiques, je vous l'ai dit, comptent pour moins de 10% de la maladie. Et donc, il y a 90% de formes qu'on dit sporadiques, qui couvrent toutes sortes de possibilités différentes. Et on ne sait pas très bien, au fond, à quoi est due la pathologie. Et comme pour le Parkinson ou pour la schizophrénie, on ne peut pas faire l'impasse sur la diversité des causes, hein, des étiologies, même si les phénotypes, en fin de course, sont extraordinairement similaires, quel que soit leur déterminisme. Donc, si je reviens sur la maladie d'Alzheimer, pour illustrer mon propos à l'aide de deux modèles murins, donc apprendre avec des pincettes. Hein, je vous ai toujours dit que il faut faire extraordinairement attention quand on prend des modèles animaux. Les modèles murins ne sont pas des modèles humains. Hein. Je l'ai dit plusieurs fois, et d'ailleurs, pour les gens qui développent des médicaments, développer un médicament chez la souris, voire chez le singe, ne veut absolument pas dire que le médicament va être efficace chez l'homme. Hein. Là, les probabilités sont plus élevées, mais ce qui est plus grave, c'est que quand un médicament n'est pas efficace chez la souris ou chez le singe, il pourrait l'être chez l'homme, mais ça, on ne le saura jamais, parce qu'on ne va pas commencer par travailler sur l'homme. Donc, il y a une espèce de marge d'incertitude dans ces histoires de développement de médicaments qui font que ce n'est pas tellement facile de développer des médicaments. Ça rate presque toujours. Enfin, des fois, ça réussit, ça s'appelle un blockbuster. Mais des fois, ça réussit quand même. Donc, ouais. De moins en moins. Mais quand même parfois. Donc, il serait donc, je disais, je reviens donc à mes modèles murins, à prendre avec des pincettes, de nouveau, et un premier modèle de souris mutante, qui est une mutation en fait conditionnelle pour une protéine qu'on appelle ERCC1, pour Nucleotide Excision Repair, donc je pense qu'elle se balade quelque part ici, et la voilà. Donc ça, c'est la voie des nucléotides excision repair, c'est-à-dire que quand un nucléotide est modifié, par exemple, vous avez une oxydation sur une guanidine, hein, eh bien, il y a un système qui permet de retirer la base, hein, et puis éventuellement d'ailleurs d'agrandir la cassure, et puis de réparer. Donc, si on fait une délétion conditionnelle, c'est-à-dire chez l'adulte, tout d'un coup, je vais entraîner une délétion de ce gène qui permet la réparation, donc ce gène ici, ERCC1, eh bien, dans une classe de neurones particuliers, c'est-à-dire que je peux faire la mutation où je veux et quand je veux, et disons par exemple dans les neurones excitateurs du cerveau antérieur,
eh bien, si je fais ça, j'ai tout de suite une perte de ce qu'on appelle la plasticité synaptique dans l'hippocampe, et j'ai des défauts de mémorisation qui sont très évocateurs des neurodégénérescences qui sont liées à l'âge. Donc ça veut dire c'est que si je retire un enzyme de réparation, je peux produire un phénotype qui est un phénotype de type vieillissement prématuré de ma souris. J'insiste. Bon, c'est vrai que de telles mutations, d'ailleurs aucune mutation dans le système Bayes Excision Repair, celui-là, là non plus, n'ont été identifiées chez des maladies, chez des malades. Donc évidemment, quand je dis que ça n'a pas été identifié chez les malades, de nouveau, il faut faire très attention à ce que je dis. Enfin, il ne faut pas faire trop attention à ce que je dis, mais il faut faire un peu attention à ce que je dis, parce que tout à l'heure, je vous disais qu'il y a 10% de formes génétiques et 90% de formes qu'on dit sporadiques. Donc quand je dis que cette mutation n'a pas été vue chez des malades, ça veut dire qu'elle n'a pas été vue chez des malades qui ont des formes génétiques. Mais il y a peu de formes génétiques et on peut toujours imaginer que des polymorphismes génétiques touchent des éléments régulateurs de l'expression de ces gènes de réparation. Et là, c'est une autre affaire parce que pour voir ça, c'est pas facile. Pour ce qui est des cassures double brin, qui sont intéressantes, du fait même que l'article de Superbiel, vous savez, celui dont je vous ai parlé avec je casse, je répare, je casse, je répare pas, etc., ont été observés dans la maladie d'Alzheimer. Donc on voit une augmentation des cassures double brin dans les maladies d'Alzheimer, ça c'est vrai, mais aussi dans la sclérose latérale amyotrophique et dans d'autres maladies de la neurodégénérescence. Et en particulier dans une souris qui est la souris qu'on appelle la souris J20. La souris J20, c'est une souris dans laquelle on a introduit un gène qui est exprimé. Donc ça, c'est le précurseur de la protéine amyloïde, qui est ici, avec son côté C-terminal et N-terminal. C'est une protéine transmembranaire. Et dans la forme J20, il y a deux mutations. Il y a la mutation qu'on appelle indienne et londonienne, qui sont des formes génétiques de personnes atteintes de cette maladie, et la mutation suédoise, pour faire bonne mesure, on a mis les deux mutations. Donc ça a des résultats qui sont à la fois qui sont complexes, parce que normalement, dans la forme normale, vous avez un clivage qu'on appelle un clivage en alpha, qui libère ce qu'on appelle la forme soluble du précurseur de la protéine amyloïde. Alors, cette forme soluble, elle a un intérêt, c'est qu'en fait, elle a des fonctions physiologiques importantes au niveau de la synapse, mais aussi au niveau de ce qu'on appelle la neurogénèse adulte, dont je vous ai parlé souvent. C'est-à-dire que ce fragment SAPP est un facteur de croissance pour les neurones qui sont produits chez l'adulte. D'accord ? Donc, si je clive là, je ne peux plus cliver dans les positions qu'on appelle bêta et gamma. Or, si je clive en bêta et gamma, et ce clivage bêta-gamma est favorisé dans les formes mutées qu'on retrouve chez les malades, je fais ce qu'on appelle de A-bêta ou du bêta-A4, vous verrez quand vous regardez la littérature, mais 2, je ne peux plus faire ma forme soluble. Donc, à la fois, j'ai ce truc-là qui fait des plaques, c'est ça qui est le composant des plaques amyloïdes, mais en même temps, je ne fais plus la partie qui est neurogénique. Donc, c'est... je ne dirais pas que c'est ceinture et bretelle, c'est ni ceinture ni bretelle, parce que là, on tape des deux côtés. Et on fait des plaques, vous voyez, c'est des choses qu'on voit dans les cerveaux vieillissants, encore qu'une fois de plus, et ça c'est un truc intéressant à remarquer, il n'y a pas de corrélation exacte entre le nombre de plaques et les performances cognitives d'un humain. Donc c'est sûr que dans un cerveau atteint de maladie d'Alzheimer, il y a beaucoup de plaques, mais on peut avoir des plaques et avoir une fonction cognitive normale. Normale, on ne sait pas très bien ce que ça veut dire, mais il n'y a pas de contrôle dans la manip. C'est-à-dire qu'on ne peut pas mettre des plaques d'un côté et pas de l'autre, et de voir si le cerveau droit marche mieux que le cerveau gauche. Donc, mais en fait, au fond, probablement que si on se faisait tous ici une petite manip de PET scan, certains d'entre nous, qui sont parfaitement performants sur le plan cognitif, auraient la surprise de voir qu'ils ont un certain nombre de plaques. Heureusement, il n'y en a pas il n'y a pas d'examen de PET scan pour l'élection au Collège de France. Donc il n'y a pas d'épreuve de dictée non plus. Il y a tas de choses qui nous permettent quand même de survivre. Donc, donc ces formes. Donc ça, je pense que c'est un des éléments intéressants, c'est que
on peut avoir les deux choses qui vont mal quand on a ces mutations. Donc si je reviens maintenant à mon collègue, alors là ce que vous voyez ici, c'est ce qu'on appelle des neurofibrillary tangles. Ce sont des phosphorylations, des hyperphosphorylations de la protéine Tau, qui est une protéine qui permet la formation des microtubules, qui est aussi un composant de la maladie d'Alzheimer. C'est-à-dire qu'il y a à la fois des plaques amyloïdes, et puis il y a des hyperphosphorylations de la protéine Tau, qui participent d'ailleurs aussi à la formation des agrégats. Les agrégats, c'est quelque chose qui est extraordinairement courant dans les maladies neurodégénératives. C'est-à-dire que j'y reviendrai plus tard, mais les protéines tendent, avec l'âge, à devenir insolubles et à précipiter et à faire des plaques à la fois dans la cellule et en dehors de la cellule. Et c'est quasiment une constante d'énormément de maladies du système nerveux. Donc je vais continuer à suivre Madabushi et ses collègues en vous introduisant une souris qui est la souris P25-CDK5. Donc, alors, c'est simple, la kinase 5 cycline dépendante. Une kinase, c'est quelque chose qui ajoute un phosphate, qui est phosphoryle, qui ajoute un phosphate à d'autres protéines. La kinase, donc, dite CDK5, cycline dépendante kinase 5, est une kinase qui ajoute un phosphate, donc, sur les sérines et sur les thréonines. Et son activité, en général au cours du cycle cellulaire, c'est pour ça qu'on appelle cycline dépendante, nécessite une association avec une protéine qu'on appelle P35, cycline-like en fait. Et il a été démontré que dans les cerveaux atteints de maladie d'Alzheimer, enfin de patients atteints de maladie d'Alzheimer, et d'autres conditions d'ailleurs neurotoxiques, il n'y a pas que celle-là, P35 est en fait clivé et donne une protéine qu'on appelle P25, et que cette association entre P25 et la cycline, qui normalement devrait se lier à P35, mais se lie à P25 parce que P35 a été clivé, change à la fois la localisation de la cycline dépendante kinase, de cette kinase, et la nature des protéines que cette kinase phosphoryle. Donc on peut fabriquer une souris dans laquelle on va induire chez l'adulte. Ça, c'est les merveilles de la génétique, d'une certaine façon, et des modèles génétiques qu'on peut développer. C'est-à-dire que vous pouvez une souris dans laquelle vous allez induire P25 chez l'adulte, c'est-à-dire et dans le cerveau antérieur. De nouveau, vous pouvez le faire où vous voulez, vous pouvez le faire partout, vous pouvez le faire juste dans le cerveau antérieur. Donc cette souris qu'on appelle CK, cycline CK-P25, a été générée. Et cette souris récapitule énormément de traits qui sont des traits de la maladie d'Alzheimer, dont l'accumulation du peptide bêta-A4. Ici à bêta, mais on l'appelle aussi bêta-A4. C'est un peptide de 40 acides aminés qui est toxique, qui est neurotoxique. Et de neurofibrillary tangles, que vous pouvez voir ici tout aussi bien, qui sont donc composés de ces agrégats de la protéine Tau hyperphosphorylée, protéine qui permet normalement l'assemblage des microtubules. Bon. Pour faire bonne mesure, ce que vous avez aussi, quand vous activez P25 chez votre souris dans le cerveau antérieur de votre souris, ce que vous avez aussi, c'est une gliose réactive, c'est-à-dire que vous avez beaucoup d'astrocytes qui commencent à proliférer, des cellules non neuronales, dont je vous parlerai probablement l'année prochaine, si tout va bien, et une perte neuronale. Voilà. Donc, mais avant tous ces symptômes, ce qui apparaît en premier, c'est évidemment une augmentation, vous en doutez, des cassures de double bras. Donc après, les auteurs de cette étude, qui sont Kim et collègues, je crois que c'est dans l'Embo Journal, ouais, c'est ça, c'est celle-là, oui, c'est celle-là. D'après les auteurs de cette étude, ces captures sont probablement attribuées ou attribuables. On est en train de passer les sculptures de Tony Cragg. Tony Cragg était l'année dernière professeur invité de la chaire de création artistique. Et toutes les sculptures que vous voyez actuellement au Collège de France sont des sculptures qu'il nous a très gentiment prêtées, qui viennent de son atelier de Wuppertal. Donc ces cassures pourraient être attribuées à une inhibition des histones déacétylases de classe 1, qu'on appelle HDAC1. Donc déacétylase, c'est-à-dire que les histones, vous vous rappelez, ce sont ces protéines qui entourent les chromosomes et qui participent à la formation de la chromatine. L'ADN n'est pas nu, il y a les histones qui sont autour de l'ADN, plutôt l'ADN s'entoure autour des histones.
de 8 histones principales. Et ces histones ont des queues N-terminales qui sont modifiées, soit méthylées, soit acétylées. Et ces méthylations ou ces acétylations des queues N-ter des histones sont évidemment extraordinairement importantes pour leur activité et donc pour l'expression génétique des gènes. Donc la surexpression de l'histone déacétylase 1, HDAC1, qui retire donc un résidu acétyl sur la queue N-ter des histones, sa surexpression réduit le nombre de cassures double brun. Donc ce que pense en fait Kim et compagnie, c'est qu'on a une inhibition de HDAC1 dans ce modèle. Donc dans ce papier qui est le papier de 2007, il y a deux papiers dont je vous parle. Il y a un papier qui a été publié en 2007 et un autre qui a été publié en 2008. Le papier de 2007, il remarque que si les maladies neurodégénératives sont plutôt spécifiques quant au type de cellules touchées, par exemple les neurones dopaminergiques de la substance noire pour la maladie de Parkinson, les mécanismes qui sont à l'œuvre sont extrêmement ubiquitaires. Et ça, c'est intéressant, c'est-à-dire que certains neurones vont mourir préférentiellement dans cette maladie, mais le type de lésions qu'on va retrouver dans toutes ces maladies, qui peuvent toucher des populations de neurones différentes, ces types de lésions sont extraordinairement semblables. Donc ça, c'est-à-dire que ces mécanismes sont des mécanismes assez généraux, même si, dans telle ou telle circonstance, et pour des raisons sur lesquelles il faudra se pencher, ils touchent principalement telle ou telle sous-population et donc provoquent telle ou telle pathologie particulière, Huntington, Alzheimer, Parkinson et tutti quanti. Donc ces mécanismes nous sont un peu familiers, donc l'agrégation de protéines, stress oxydatif, l'inflammation et autres phénomènes que l'on retrouve évidemment aussi dans le vieillissement normal, ce qu'on appelle le healthy aging. Okay. Donc cela laisse ouverte, je crois, et c'est un encouragement assez fort, laisse ouverte la possibilité de développer des médicaments qui seraient actifs sur plusieurs pathologies et retarderaient le vieillissement en général. L'idée, c'est que si le vieillissement est une des composantes de la pathologie, c'est-à-dire que si la mutation n'exerce ses effets défavorables qu'à partir d'un certain âge, comme je vous l'ai dit, par exemple à partir de 50 ans, même quand on a une mutation dans le gène de la Huntington, eh bien, retarder le vieillissement normal peut retarder l'âge d'apparition de la maladie. Et c'est vrai que si une maladie arrive à 80 ou à 60, ce n'est pas pareil, bien entendu. C'est toujours 20 ans de prix. Donc, c'est pourquoi on peut imaginer le développement de médicaments qui seraient actifs sur plusieurs pathologies, puisque c'est le vieillissement normal qui facilite l'apparition des phénotypes pathologiques, même quand ceci résulte d'une mutation qui était présente dans l'œuf au départ. Donc ça, c'est plutôt, si vous voulez, je pense que c'est très intéressant si on pense vraiment à développer des médicaments, et je pense que c'est vraiment important. Je pense que c'est intéressant d'avoir en tête qu'il y a une ouverture de ce côté-là. Donc, la découverte d'une action anti-âge des sirtuines, les sirtuines, ce sont des déacétylases qui retripent un groupe acétyl. Ce sont des déacétylases qui sont dépendantes d'un nucléotide qu'on appelle le NAD+, qui est le nicotinamide dinucléotide. Donc, ces sirtuines, qui sont des déacétylases, ont donc une action anti-âge. Pour ça que je parlais de ça. Et ça a été découvert chez la levure. Les premiers travaux ont été faits chez la levure avec une copie de CIR2, donc sirtuine 2 pour les levures. Il a été démontré que les levures sont donc des organismes unicellulaires, mais ce sont des eucaryotes, ils ont un noyau et tout ce qu'il faut, mais enfin, c'est qu'une seule cellule. Mais elles vieillissent. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'au bout d'un certain nombre de divisions, elles entrent en sénescence et en apoptose, et elles meurent. Donc le vieillissement pour un organisme unicellulaire, c'est au bout d'un certain nombre de divisions, de mourir, de ne pas pouvoir se diviser indéfiniment. Donc si on ajoute une copie additionnelle de la sirtuine 2 chez la levure, on augmente sa longévité. C'est-à-dire qu'elle peut faire plus de divisions avant d'entrer en sénescence avec l'activation de P53, comme vous en souvenez sûrement,
et mort cellulaire. Donc ça existe aussi chez les métazoaires. Les métazoaires, c'est nous, hein. Pas que nous, mais c'est nous aussi, via un mécanisme similaire à ce qu'on appelle la restriction calorique, sur laquelle je reviendrai. Dans leur article, les auteurs partent de l'hypothèse selon laquelle sirtuine 1, dont je vous ai parlé plus tard, il existe 7 sirtuines chez nous, on en a 7, pour avoir une action protectrice contre la neurodégénérescence. Alors donc, je viens de vous le rappeler, l'induction de P25 chez les souris promeut une forte dégénération corticale, avec des symptômes qui rappellent la maladie d'Alzheimer. Et ce modèle donc de P25 a été utilisé par les auteurs. C'est aussi utilisé un modèle de sclérose amyotrophique latérale qui consiste à surexprimer dans les motoneurones, c'est une maladie du motoneurone, une forme mutée de la superoxydismutase. C'est-à-dire que quand on exprime une forme mutée de la superoxydismutase, qui est une protéine qui en fait est réductrice, qui devrait agir contre les radicaux libres, eh bien, cette forme mutée entraîne une dégénérescence du motoneurone. Curieusement, ça n'a rien à voir avec l'activité réductrice. C'est-à-dire, on me dit, ah ben c'est normal, je retire des radicaux libres, donc je dégénère moins. Non. En fait, la forme mutée de la superoxydismutase forme des agrégats, et ce sont ces agrégats qui sont responsables du modèle d'ALS. Donc il n'y a pas de perte de l'activité dismutase, mais il y a une formation d'agrégats, et cette formation d'agrégats entraîne la mort des motoneurones. Donc ce sont de nouveau une maladie de la neurodégénérescence qui est liée à la formation d'agrégats insolubles de protéines, ce qui est un cas extraordinairement fréquent dans ces maladies. Donc les auteurs ont observé une augmentation de l'expression de sirtuine 1 dans le cortex des souris P25 avec une déacétylation d'une cible qui s'appelle PGC1-alpha, sur laquelle je reviendrai. PGC1-alpha, c'est une protéine importante, c'est une protéine qui se lie à des récepteurs nucléaires, du genre récepteur à l'acide rétinoïque, récepteur au progestérone, et qui régule l'expression des gènes qui sont eux-mêmes régulés par ces récepteurs nucléaires. Donc, 2 semaines après l'induction de P25, c'est-à-dire le déclenchement artificiel chez la souris adulte d'une maladie, entre guillemets, ou dans les motoneurones des souris dans lesquels on a induit cette superoxydismutase mutée, eh bien, la neurodégénérescence commence. Donc, je ne sais pas si vous l'avez ici, je pense que c'est ça, elle commence, moi je vous le dis, elle commence en tout cas. Et ce que vous voyez, c'est que vous avez une augmentation de l'expression de la sirtuine, assez forte. Et ça, c'est dans le cas de P25 activé, transgénique. Ici, vous avez, dans le cas de la SOD mutée, je crois, je ne vois pas très clair là, il fait sombre aujourd'hui, mais oui, je suis quasiment sûr. Là, c'est à 4 mois et là, c'est à 12 mois. Donc, on voit qu'à 12 mois, on a une augmentation de la sirtuine. Ça marque une souffrance de la cellule. Et là, ce que vous pouvez faire ici, c'est sur des cultures de cellules, des cultures de neurones, vous pouvez rajouter de l'hydrogène peroxyde, c'est-à-dire en fait créer un stress oxydatif et suivre l'expression de P25. On voit que P25 apparaît et en même temps, vous avez une augmentation de l'expression de sirtuine. Et c'est la même chose quand vous avez une dérégulation calcique, c'est-à-dire que vous mettez de l'ionomycine pour faire rentrer du calcium dans vos cellules. Vous induisez P25, vous clivez P35 en P25. Il y en a tellement de P35 qu'on ne le voit pas, mais c'est celui-là qui est méchant, là, le petit P25. Et vous voyez que vous avez une augmentation de la sirtuine. Donc, vous voyez ici, là, c'est en fonction du temps, avec une concentration constante de l'agent. Ici, c'est une dose croissante de l'agent, ici de l'hydrogène peroxyde, ici de l'ionomycine. Et vous voyez que plus vous augmentez la dose, et plus vous avez une forte expression de sirtuine 1. Donc, ça, c'est dans les neurones du cortex mis en culture, des cortex de souris, évidemment. Donc, des souris qui expriment une forme familiale mutée de précurseur de la protéine amyloïde, donc ce modèle J20, par exemple, dont je vous ai montré tout à l'heure, qu'il permet de faire taire du bêta-4, mais pas le peptide de la protéine efficace, le SAPP. Des souris qui expriment une forme familiale mutée du bêta-APP sans perte neuronale, mais qui font des plaques,
eux ne montrent pas d'augmentation de sirtuane. Hein. Donc ça suggère que le phénotype augmentation de sirtuane est associé à une mort cellulaire. Donc il fallait donc comprendre dans ce modèle, la signification de l'augmentation de la sirtuine, et l'article décrit les effets de quelque chose qu'on appelle le resveratrol, hein, qui est un polyphénol qui active la sirtuine 1, STAC pour sirtuine 1 activator compound. Alors, comme vous savez, le resveratrol, c'est quelque chose qu'on trouve dans le Bordeaux, donc c'est bien. Il faut boire du Bordeaux, dans certaines doses. Hein, c'est ni bon ni mauvais, c'est la dose qui compte, comme toujours. Enfin, vous savez lire les publicités comme moi sur le bas des bouteilles. Buvez-en, mais modérément. Donc, c'est un truc qu'on a trouvé dans les tanins des vins de Bordeaux, rouges, hein, pas le blanc. Pour ceux qui aiment le blanc, tant pis. Et ce polyphénol, qui est donc le resveratrol, réduit les modifications morphologiques et la mort induite par P25 ou par la SOD mutée. Hein. Je pense que je dois avoir ça ici, et voilà. Vous voyez ici un neurone en culture. Je pense que c'est en culture, hein, il me semble, oui. Deux souris qui sont des souris dans lesquelles on a induit P25. Hein, vous voyez qu'ils ne sont pas en forme. Vous voyez que les neurites sont cassés, donc ça c'est vraiment un signe de dégénérescence neuronale. Là c'est un petit zoom sur un endroit, et vous voyez que vous avez une espèce de bulle comme ça dans les neurites, c'est pas bon non plus. Ça prouve que vos neurones ne sont pas du tout en forme. Mais vous leur mettez un petit peu de resveratrol, qui est donc l'excès de cette molécule, ce polyphénol qui active sirtuine 1, et vous voyez que vous avez quand même une récupération de vos cellules, ça les protège, en même temps que vous voyez que vos neurites sont nettement plus sympas. Et la mort cellulaire, donc ça c'est dans le modèle P25. Vous voyez qu'avec le resveratrol, vous diminuez de 50% environ la mort de vos neurones. Donc ça, c'est quand même intéressant. Et c'est aussi vrai dans le modèle de la superoxydismutase des motoneurones dans lequel on a surexprimé des souris, dans lesquelles on a surexprimé la forme mutée de la superoxydismutase, SOD. Hein. Donc ça a conduit à des expériences in vivo, hein, sur l'effet du resveratrol dans le modèle P25 inductible. Et la drogue, si on peut appeler ça une drogue, est introduite dans les ventricules cérébraux, c'est-à-dire qu'on la perfuse dans le cortex, on l'amène dans les ventricules cérébraux de votre souris en IVC, 3 semaines après l'induction de P25, et on regarde l'effet sirtuine à travers la déacétylation de PGC1-alpha, qui elle-même est diminuée d'environ 50%. Donc voilà ce qui se passe. Vous faites votre souris pendant 2 semaines, vous induisez P25. Ensuite, vous introduisez du resveratrol ou du véhicule, c'est-à-dire ça c'est votre contrôle. Vous attendez 3 semaines et vous regardez ce qui se passe. Hein. Et en fait, il y a différentes façons de voir ce qui se passe, mais la première façon de voir, c'est l'acétylation de PGC1-alpha, comme je vous le disais. Donc vous avez une baisse de l'acétylation de PGC1-alpha. Je reviendrai sur PGC1-alpha, pour l'instant, oubliez-le. Comme vous pouvez le voir ici, hein, c'est un médiateur qui est extraordinairement important dans les ROS, la transcription des gènes mitochondriaux, dans la biogénèse des mitochondries, etc. Donc en fait, cet effet du resveratrol induit une baisse des ROS, une activité PGC1-alpha qui est supérieure, une baisse des ROS, une augmentation de l'activité mitochondriale et de la biogénèse des mitochondries. Donc ça rebooste un peu vos neurones. Mais surtout, ce que vous pouvez regarder ici, c'est si vous avez une gliose réactive. Je crois que d'ici, je vois mal d'ici, je suis désolé, mais je vais regarder un peu plus sur mon... Voilà. Je pense que ce qu'on voit ici, c'est oui, c'est la GFAP, donc c'est une gliose réactive. Donc ça, ce sont des astrocytes qui sont réactifs dans une situation de souffrance. Donc en fait, ils font beaucoup de GFAP, c'est pas bon signe. Et là, c'est une souris normale, vous voyez qu'il y a beaucoup moins d'astrocytes réactifs. Mais si vous avez introduit du resveratrol, ça c'est du cortex, hein,
ou de l'hippocampe, si vous avez introduit du resveratrol, vous voyez que vous avez une situation qui est intermédiaire, donc ce n'est pas revenu à la perfection, mais vous avez quand même eu un effet bénéfique sur votre glie réactive, ce qui indique qu'il y a moins de souffrance, en tout cas moins d'inflammation dans votre cortex. Et là, c'est pareil, ce qu'on regarde ici, je crois que c'est la caspase-3, hein, vous me direz si c'est vrai, mais la caspase-3, c'est une protéine qui est impliquée dans l'apoptose, donc la mort neuronale. Et dans ce cas-là, vous induisez beaucoup de mort neuronale, ça c'est l'hippocampe. Et vous voyez que vous avez diminué l'expression de caspase-3 quand vous avez ajouté du resveratrol dans votre cortex. Et donc, ici, c'est des quantifications, ça c'est jamais que des images, il faut se méfier des images. Mais là, vous avez les quantifications, vous avez ici une augmentation de l'expression de SIRT1, ça on s'y attend. Dans le P25 resveratrol, il ne se passe pas grand-chose à ce niveau-là, mais vous avez une diminution de l'expression de la caspase, une diminution de l'expression de la GFAP, et puis, bien que P25, évidemment, ne change pas, et ça montre que vous avez toujours le même nombre de cellules. Donc, en fait, vous avez une action antipathologique de ce polyphénol. Ça a aussi des actions au niveau du comportement, et ça c'est quand même plus intéressant parce qu'au fond, ce qui nous importe, c'est le comportement cognitif de la souris. Vous voyez que ça, ce sont des souris où c'est pas très gentil, c'est-à-dire qu'on les met dans un environnement et tout d'un coup, dans un compartiment, elles reçoivent un choc électrique. Donc, elles rentrent dans le compartiment noir, par exemple, parce qu'elles aiment bien le noir, et là, elles reçoivent un petit choc électrique dans les pieds, gentiment, hein. Enfin, elles le sentent quand même, elles n'aiment pas ça. Normalement, si vous faites ça à une souris contrôle, quand vous lui faites un petit signal comme quoi il va y avoir un choc électrique, vous voyez, elle ne bouge plus. C'est-à-dire qu'elle a appris qu'il faut... Elle a peur. Elle sait qu'il va se passer quelque chose de pas agréable. Voilà. Mais l'avantage d'être une souris CKP25 qu'on émet du véhicule ou rien, c'est qu'elle n'a pas peur. Elle reçoit le choc quand même, mais sans avoir peur, donc ça peut être un avantage. Mais si vous mettez du resveratrol, que vous avez donc d'une certaine façon moyennement réparé votre système hippocampique, qui est le système de mémorisation du fait que quand je fais un petit clink clink, ça veut dire que je vais recevoir un choc électrique, bien là, quand on lui fait clink clink, elle attend le choc. Et donc vous voyez qu'ici, elle fait ce qu'on appelle du freezing, et le freezing dure assez longtemps, comme chez le sauvage d'ailleurs. Donc ça prouve que cette activation de sirtuine, grâce à cet activateur de sirtuine, ce Stark, eh bien, non seulement modifie les paramètres morphologiques et biochimiques de la dégénérescence liée à l'activation de P25, mais aussi les paramètres cognitifs, et ça c'est quand même ce qui est important au bout du compte. Donc c'est un travail qui va d'ailleurs un petit peu plus loin, je dirais, sur l'analyse moléculaire du phénomène, parce que les auteurs ont suivi la protéine P53. Alors la protéine P53, je ne sais pas, vous devez vous en souvenir, je me répète souvent, mais bon, c'est aussi... il faut bien répéter, d'abord parce qu'on n'a pas énormément de choses à dire, et ensuite parce que c'est bon pour tout le monde, surtout passé un certain âge. Vous savez, le nombre de fois il faut que je lise un papier avant de comprendre vraiment ce qu'il y a dedans, c'est désespérant par moment. Donc la protéine P53, vous avez vu à plusieurs reprises que son expression entraîne la mort cellulaire, ce qui est une très bonne chose quand il s'agit de cellules cancéreuses, c'est pour ça qu'on appelle ça un anti-oncogène, mais c'est une moins bonne chose quand il s'agit de neurones, en tout cas tant que les neurones fonctionnent normalement. Parce qu'un neurone mort peut être préférable à un neurone qui fonctionne mal, ça c'est probable. Parfois, un mauvais neurone, il ne faut mieux pas de neurone du tout. D'ailleurs, enfin bon, ne ferai pas allusion à l'actualité récente. Donc, P25, CDK5, phosphoryle justement l'association entre P25, donc la forme clivée de P35, et la cycline dépendante kinase 5, CDK5, phosphoryle P53.
et donc augmente l'activité du facteur de transcription qu'est P53. Hein. Donc, je crois que dans la diapositive suivante, j'ai dû faire quelque chose comme ça. Je ne sais plus très bien, il faut que je vérifie. Oui, ce diapositive, normalement, devrait vous illustrer qu'il y a un plus haut niveau de P53 dans la souris P25. Donc, alors, ne regardez pas le truc noir là, c'est une immunoglobuline, donc ce n'est pas ce qui nous intéresse. Ce qui nous intéresse, c'est ce qu'il y a là, ici, à ce niveau-là. Vous voyez que dans la souris P25, ce sont deux expériences séparées. Vous avez une augmentation de l'expression de P53, aussi de P53 phosphorylé. Hein. Donc vous avez ici, je crois, non, acétylé, excusez-moi. Donc vous avez une acétylation ici de P53 dans la souris P25. Ici, c'est l'augmentation de P53 dans la souris P25. Hein. Donc vous avez une acétylation sur la lysine 382, donc c'est une des lysines de P53, et cette acétylation est une modification qui stabilise la protéine et augmente son activité pro-apoptotique. Donc en fait, quand vous augmentez P25, vous augmentez l'activité, la quantité de P53, non seulement ça, mais vous augmentez la stabilité de P53, et donc vous faites entrer vos neurones en apoptose, hein, ou en sénescence. Donc d'abord en sénescence, puis en apoptose. Hein. Donc ça, ce n'est pas terrible. Et vous voyez ici, normalement en CED, que si je diminue P53, c'est-à-dire j'utilise ce que vous appelez, ce que je vous ai souvent parlé des ARN interférentiels pour empêcher la transcription du gène. Donc je peux empêcher ici la transcription du gène P53, et quand je fais ça, j'ai une diminution, pas énorme, mais néanmoins significative, comme on dit, du pourcentage de cellules qui meurent dans mon hippocampe après induction de P25 dans la souris, dans laquelle P25 est inductible. Hein. Vous voyez voir ici, effectivement, P53, et vous voyez qu'avec le RNAi, vous diminuez l'expression de P53, et ça, c'est un effet tout à fait efficace, en tout cas marginal, mais bon, c'est toujours ça de prix, sur ça. Ce que vous pouvez aussi voir ici, qui est intéressant, c'est que le resveratrol a le même effet, c'est-à-dire que si je mets du resveratrol dans le polyphénol qu'on trouve dans le vin rouge bordelais, vous voyez ici que vous avez aussi une diminution de l'acétylation de P53, une diminution de l'expression de P53 et une diminution de la mort neuronale. Donc ça montre que l'effet de P25 passe très probablement par 1. L'activation de la transcription de P53 et 2. L'augmentation de l'efficacité de P53 à cause d'une acétylation qui probablement empêche sa dégradation ou augmente son activité transcriptionnelle. Donc bon, ça prouve qu'on peut quand même, si vous voulez, en buvant modérément du vin rouge de Bordeaux, retarder le vieillissement cérébral. Donc, je vais en ouvrir une ce soir. Donc, j'en ai vraiment besoin aujourd'hui. Excusez-moi. Donc, je reviendrai un peu plus tard dans le cours sur les sirtuines. Et là, je vais discuter avec vous plutôt, le papier de 2008 de ce même groupe, de Kim et al. Il y a beaucoup de Kim. Hein, plus il y a de Coréens qui font de la science, et plus il y a de Kim qui signent des papiers. Donc je vais aller un petit peu plus vite, un peu plus loin sur le modèle P25, et sur le lien qui suggère ce papier entre une activité de cycle cellulaire aberrante et la neurodégénérescence. D'accord ? Donc je vous rappelle que P25 est un produit de clivage de P35, je vous répète, mais bon, je pense que ce n'est pas inutile, qui s'associe à la cycline dépendante kinase 5, et qui est une cycline qui est activée au cours du cycle cellulaire. C'est pour ça qu'on l'appelle cycline dépendante kinase. Hein. Donc, au cours du cycle cellulaire, il y a beaucoup de cyclines qui sont activées. Ça, c'est des travaux qui ont été faits par quelqu'un qui s'appelle Paul Nurse, il y a très longtemps, mais vous pouvez les regarder, c'était fait chez Jalbur d'ailleurs. Donc, de ce point de vue, il est intéressant de constater que dans de multiples conditions qui sont associées à la mort neuronale,
en particulier la maladie d'Alzheimer, mais pas uniquement elle, les ischémies ou la maladie de Parkinson, on se constate que les neurones s'engagent ou semblent s'engager dans un processus de division cellulaire, alors que ce sont des cellules en G0, c'est-à-dire des cellules qui sont post-mitotiques, des cellules qui sont sorties du cycle cellulaire. Donc, on peut proliférer G1, M, S, etc. Et puis, normalement, quand on devient post-mitotique, par exemple, quand on devient neurone, on sort du cycle cellulaire, on devient quiescent, on passe ce qu'on appelle en G0. Donc, normalement, en G0, on ne doit pas proliférer. Donc, ce qui se passe dans ces neurones qui sont malades, c'est qu'ils ne devraient pas proliférer, ils commencent à exprimer des marqueurs de prolifération. Et ça, c'est pas bon. Hein. Donc, dans ces neurones en G0, qui sont des neurones post-mitotiques, parfois depuis plusieurs dizaines d'années, hein, il y a des neurones qui vivent aussi longtemps que nous, ils se mettent à exprimer des marqueurs de la division, comme une protéine qu'on appelle Ki67, par exemple, ou PCNA, pour Proliferative Cell Nuclear Antigen, qui est une enzyme qui se complexe à une DNA polymérase, c'est-à-dire une polymérase qui fait de l'ADN, c'est-à-dire que je suis rentré dans une phase de synthèse d'ADN, alors qu'une cellule post-mitotique ne doit pas synthétiser d'ADN, sinon pour réparer le génome. Hein. Donc, je reviens à nos affaires. Maintenant, pour revenir sur les... Donc, je ne vous ai pas montré les données, mais je pense que ce n'est pas important. Je pense que vous avez compris ce que je vous disais. Je reviens à nos affaires. Donc, on ne s'en est pas tellement éloigné, à vrai dire, pour porter notre regard sur la question de l'acétylation des histones. Hein. Donc, l'acétylation des histones est un phénomène qui est important dans la régulation de l'expression génétique. Hein, je vous l'ai dit plusieurs fois. En particulier dans le contexte du contrôle de la différenciation et de la prolifération. Donc, les histones déacétylases, HDAC, hein, de nouveau, retirent une fonction acétyle, un groupement acétyl, sur les queues enter des histones. Et ça, ce qui se passe quand on fait ça, c'est qu'on a une compaction de la chromatine. C'est-à-dire que, vous savez, l'histone, donc la chromatine, c'est l'ADN plus les histones, plus quelques protéines aussi autres, mais si je retire les acétyles des histones, je compacte ma chromatine, et quand je fais ça, elle devient moins accessible aux facteurs de transcription, et ça exprime l'expression locale de certains gènes. Donc ça transforme ma chromatine, euchromatine, en hétérochromatine, l'hétérochromatine étant une chromatine normalement silencieuse. Je peux rendre une chromatine silencieuse en retirant l'acétyle des histones ou en augmentant des méthyles sur certaines histones. Donc il y a deux façons de faire. On reviendra sur les méthylations en particulier. Il y a 3 méthyles sur la lysine 24 ou la lysine 9 de H3 qui sont très impliqués dans la formation de ce qu'on appelle l'hétérochromatine. Pas la même hétérochromatine, il y a plusieurs types d'hétérochromatine. Donc la première HDAC qui est identifiée, qui s'appelle HDAC1, c'est la première, c'est normal, joue un rôle extrêmement important dans la régulation du cycle cellulaire. Et en fait, elle est nécessaire à la répression de gènes du cycle cellulaire, comme P21, E2F1, les cyclines A et E. Donc vous voyez que si je retire l'acétyle, ou si j'ai une acétylation de mon histone, à ce moment-là, je peux avoir une expression de ces gènes, mais si je déacétyle, je peux avoir une répression de ces gènes. Donc c'est une répression qui passe par l'association de HDAC avec des régions promotrices de ces gènes. Donc j'ai les gènes, j'ai des régions promotrices qui régulent l'expression des gènes, j'ai des histones qui sont sur ces régions promotrices, et toute modification des histones sur ces régions promotrices, que ce soit par une histone déacétylase ou une histone méthylase, ou une histone acétylase, va modifier l'expression de ces gènes qui sont dans ces régions. Et dans l'article dont je vous parle actuellement, les auteurs ont encore utilisé leur souris P25 inductible, qui est donc le modèle de la maladie d'Alzheimer qu'ils utilisent, un modèle de maladie neurodégénérative, Alzheimer serait beaucoup dire. Ils ont montré qu'à la suite de l'expression de P25, quand on induit la pathologie de neurodégénérescence, les neurones commencent à exprimer de façon aberrante plusieurs marqueurs du cycle cellulaire et forment des cassures double brin, tôt dans le processus qui va les conduire à la mort. Donc, il montre que P25 s'associe à HDAC, donc la petite protéine P25 s'associe à HDAC1 et inactive HDAC.
donc j'inactive la déacétylation. Parallèlement, l'inactivation expérimentale de HDAC1 conduit à l'expression de gènes du cycle cellulaire, à la formation de cassures double brun et à la mort des neurones. Bref, les auteurs proposent que la pathologie P25 est explicable par l'inhibition de HDAC1, donc j'inhibe une déacétylase, donc j'ai une acétylation, et ayant une acétylation, j'ai plus d'expression de gènes qui sont des gènes pathologiques pour la maladie. Donc ils proposent que la pathologie P25, je répète, est explicable par l'inhibition de HDAC1 et donc une décompaction de la chromatine menant à l'expression illégitime de gènes qui entraînent la mort. Ce qui nous ramène un peu, par la bande bien entendu, mais il nous ramène à la question qui en fait sous-tend l'essentiel du cours cette année, je crois, de l'hétérochromatine et du vieillissement associé à la perte de l'hétérochromatine. Rappelez-vous ce que je vous disais l'année dernière et cette année sur les lamines, qui sont à la fois à la périphérie du noyau et autour du nucléole, et qui permettent la formation de l'hétérochromatine. Et ces syndromes qu'on appelle progéria, de vieillissement accéléré, quand j'ai des mutations dans les lamines, en particulier dans la lamine A. Rappelez-vous les lamines et progéria. Donc si j'entre pour un instant dans le détail de cet article, 2 semaines, c'est pas trop compliqué. La logique, vous la comprenez quand même, j'espère. Vous savez, vous aurez le droit de poser des questions. Je sais que vous n'aimez pas ça, mais bon. C'est vrai que ces amphithéâtres sont un peu impressionnants. On n'ose pas poser de questions. Je préférais qu'on était dans le petit. Oui, donc je vais entrer dans les détails. Jusqu'à maintenant, j'étais resté un peu superficiel. Donc 2 semaines après l'induction de P25, dans le cerveau antérieur toujours, et en l'absence totale de signes visibles de dégénérescence, c'est ça qui est dangereux, c'est quand il n'y a pas de signes. Les auteurs ont fait une analyse du transcriptome, ils ont regardé tout ce qui était transcrit comme gène dans la souris dans laquelle on avait induit P25, et je vous dis, il y a de l'expression illégitime, donc l'idée c'est quels sont les gènes illégitimes qui sont exprimés quand je vais devenir malade et quand je le suis déjà que je ne le sais pas encore. Du Molière, mais c'est vrai. Et donc, ils ont identifié par microarray, on est en 2008, donc c'est des techniques qui sont devenues aujourd'hui obsolètes, mais qui sont néanmoins efficaces. Ils ont identifié environ 225 gènes dont l'expression est significativement modifiée, et ce sont des gènes du cycle cellulaire et de la réparation de l'ADN pour 65 d'entre eux. C'est pas mal, ça fait un quart de ces gènes. Quand j'active P25, ces gènes qui sont exprimés, qui ne devraient pas l'être, sont des gènes de la réparation de l'ADN. Ça prouve que l'ADN est cassé, donc j'induis de la réparation de l'ADN, ce qu'on appelle la DNA Damage Response, DDR. Et en même temps, j'ai des gènes de cycle cellulaire. Sur ces 65 gènes, 63 sont régulés à la hausse. Donc vous voyez, c'est vraiment une dérépression massive d'expression d'un certain nombre de gènes qui sont des gènes illégitimes, entre guillemets, dont la séquine A, la séquine E, E2F1, KI67 et PCNA, comme je viens de l'indiquer. Donc ça, je pense que j'ai dû le mettre ici, pour autant que je puisse voir clair là. Vous voyez ici, CKP25, donc en fait, c'est là où j'ai activé P25. Là, c'est wild type. Et vous voyez, cycline 2, cycline B, cycline E, CDC25A, P21. Donc vous voyez que vous avez tous ces gènes du cycle cellulaire qui sont exprimés. Voici ici EDF1, vous voyez ici par PCR. PCNA, fortement exprimé aussi, c'est une enzyme, c'est une protéine qui se lie à l'ADN polymérase. Vous voyez que vous n'avez pas une modification du nombre de cellules. C'est vraiment par cellule. Ça indique que vous avez toujours autant de cellules, n'est-ce pas? Donc, et là, ce que vous allez voir maintenant sur des coupes d'hippocampe, on parle toujours d'hippocampe parce que c'est une région qui, comme vous savez, est très importante pour la mémorisation, pour la cognition. C'est par là que ça rentre dans le cortex. Je fais un petit tour par l'hippocampe d'abord. Vous voyez ici que voici une souris normale, vous n'avez pas de P25 exprimé. Et vous voyez ici que quand vous exprimez P25
en l'induisant dans votre souris transgénique P25, vous voyez que vous avez tout d'un coup du KI67, qui est un gène qui normalement n'est exprimé que dans les cellules en division, et ce ne sont pas des cellules qui se divisent, ce sont des cellules postmitotiques. Vous voyez que vous avez cette expression, vous voyez ici PCNA. La phosphorhistone 3 n'est pas activée, ça c'est la SVZ, c'est un contrôle, ça la SVZ c'est un endroit où normalement il y a des proliférations cellulaires, ce sont les cellules souches neurales qui prolifèrent chez l'adulte, donc on a normalement du pH3, hein, mais normalement il n'y a pas de pH3 dans l'hippocampe, mais là il n'y a pas de pH3 qui est induit dans vos souris dans lesquelles on a activé P25. Donc c'est un truc sur lequel il faudra que je réfléchisse parce que je ne comprends pas très bien. Mais on voit quand même qu'il y a deux marqueurs importants du cycle cellulaire qui sont exprimés localement dans les neurones dans lesquels on a induit l'expression de P25 de façon illégitime. Normalement, P25 ne devrait pas être exprimé dans ces cellules. C'est une induction qui est liée au modèle expérimental qui a été mis en place par ces chercheurs. Donc, ça suggère l'absence de pH3 quand même, qu'il n'y a pas de véritable mitose. Donc, enfin, c'est l'explication qui est donnée par les chercheurs. Là, parce que pour rien vous cacher, dans le laboratoire, on a fait des manifs du même genre sur des modèles murins de maladie de Parkinson, et nous, on a vu l'expression de pH3 en même temps que l'expression de Ki67 et de PCNA. Donc, bon, il y a peut-être des modèles diffèrent. Mais bon, c'est un truc sur lequel il va falloir qu'on réfléchisse, rajoute assez rapidement, puisque tu es là. Donc l'information donc parmi les autres gènes qui sont régulés à la hausse, on note des gènes qui sont impliqués dans la réparation des cassures double brin, hein, dont RAD51, BRAC1 et CHEK1. Donc la formation de cassure est confirmée par l'expression de gamma H2AX. Hein. Je pense que je dois avoir ça dans la prochaine diapositive. Oui. Donc vous vous rappelez gamma H2AX. Donc ça c'est ce qui se passe ici quand vous avez des cassures double brin. Ici une cassure double brin. Et vous avez soit quand on répare par recombinaison homologue dans les cellules qui prolifèrent, soit par le non-homologous adjoining dans les cellules qui ne prolifèrent pas. Il n'y a pas de recombinaison homologue dans ces cellules-là parce qu'il n'y a pas de division cellulaire. Donc, comme vous vous en souvenez probablement de l'année dernière, pour avoir une recombinaison homologue, il faut une prolifération. Donc là, j'ai une réparation. Eh bien, vous voyez que cette histone phosphorylée qui s'appelle gamma H2AX vient se mettre au niveau des coupures. Et donc, en fait, quand je vois du gamma H2AX dans mes cellules, ça veut dire que j'ai des cassures double brin. Très probablement. Donc vous voyez ici que quand je n'ai pas... Alors là, c'est des cellules en culture, moi, je passe tout de suite là-dessus. J'ai mis un virus qui exprime P25. Donc mes neurones sont infectés par des virus qui vont exprimer P25 dans les neurones. J'ai énormément de P25 exprimés, vous voyez ici, et tout de suite, j'ai des cassures double brin. Je peux le voir aussi par un test qu'on appelle... Là, vous voyez ici, ça c'est un virus qui exprime la bêta-galactosidase, on s'en fiche complètement. Donc il ne se passe rien au niveau de gamma H2AX. Mais ici, quand j'ai des augmentations croissantes de l'expression de P25, j'ai une augmentation croissante de l'expression de cette histone qui marque les cassures double brin. Et je peux le voir ici en culture, c'est-à-dire que si je prends des noyaux et que je les mets dans un champ électrique, ils vont migrer dans le champ électrique. Et si mon ADN est cassé, l'ADN sort, il traîne derrière, et ça fait des queues qu'on appelle des comètes. Hein, vous voyez ici que dans l'expression de P25, mon ADN est cassé parce que les petits fragments d'ADN suivent le noyau en migration, parce qu'en fait, il est cassé en petits morceaux. Donc ça, les comètes, c'est très important pour assurer que l'expression de gamma H2AX est bien liée à des cassures d'ADN. Parce qu'en fait, il y a parfois l'expression de gamma H2AX qui n'est pas liée à des cassures d'ADN. Donc ça, c'est une chose qu'il faut regarder. Et là, ce que vous pouvez voir aussi, ce coup-ci in vivo, c'est évidemment plus intéressant, c'est l'expression l'upregulation de RAD51 qui fait partie des complexes de réparation, l'uprégulation in vivo de gamma H2AX. J'ai toujours autant de neurones, je suis très tôt au moment de la dégénérescence, mais ces neurones ne sont pas encore morts, ils vont mourir. Et là, vous voyez aussi que dans le wild type, au niveau de mon hippocampe, je n'ai pas d'expression de gamma H2AX, mais que si j'exprime P25, comme vous pouvez voir ici en vert, très fortement, dans ma souris dans laquelle j'ai induit P25, maintenant, j'ai mes neurones qui font des cassures double brin. Donc, je peux induire cette formation de cassure double brin en même temps que j'induis des gènes de la prolifération cellulaire et que je mets en route tout un processus qui est un processus catastrophique.
pour le neurone en tout cas. Hein. Donc, voilà, j'avance. Donc maintenant, j'en reviens à l'histone déacétylase 1, HDAC1, et à son interférence possible avec l'expression aberrante des gènes du cycle cellulaire et de la formation des cassures ADN. Hein. Donc, les auteurs se sont donc intéressés à HDAC, dont je vous ai expliqué, et je répète une fois de plus, qu'à travers son activité déacétylase, elle réprime l'expression de gènes du cycle cellulaire. Ils ont démontré une interaction directe entre P25 et le domaine N-terminal de la déacétylase, qui contient l'activité catalytique. Hein. Donc, cette interaction directe entre P25 et HDAC1 diminue l'activité catalytique de HDAC1, donc diminue son activité histone déacétylase et son association avec certains promoteurs, dont ceux de P21 et de EDF1. Donc, on peut dire que P25, CDK5 antagonise à la fois l'activité enzymatique de HDAC et en même temps sa localisation sur les sites où HDAC doit être actif. Donc c'est ceinture et bretelle de nouveau, enfin ni ceinture ni bretelle en l'occurrence. Donc on peut suivre directement l'effet de HDAC en utilisant un ARN interférentiel et aussi des inhibiteurs des HDAC de la classe 1, un inhibiteur qui s'appelle le MS275 qui est actif sur HDAC1 et pas sur HDAC3 ou HDAC8. Donc ça, c'est toujours, il y a plusieurs familles de protéines, bien entendu. Et ce qu'on voit, c'est que ces traitements augmentent la formation de cassures double brin et à l'inverse, une surexpression de HDAC réduit les cassures double brin qui sont induites par P25 in vitro et par une ischémie in vivo. Donc je pense que ça, c'est effectivement cette diapositive. Donc, ce que vous pouvez voir ici, c'est le schéma. Donc, j'ai un stimuli qui est un stimuli neurotoxique. Hein. Je clive P35 et je forme du P25. Le P25 s'associe à CDK5, hein, ce que je vous disais. Normalement, c'est P35 qui devrait être, mais c'est P25, qui s'associe à HDAC. Et là, j'ai une double action, c'est-à-dire que j'ai une inhibition de HDAC1. Donc, j'inhibe l'association de la déacétylase avec ma chromatine, donc j'acétyle, et donc je vais avoir une dérépression de ma transcription, et en même temps, je vais avoir la formation ici directement de cassure double brin. Donc, cette expression aberrante de gènes du cycle cellulaire, elle est réversible, mais la cassure double brin, elle est réversible via une réparation, si j'arrive à temps pour réparer, encore que la réparation va introduire des mutations dans le système, comme je vous l'ai dit, parce que ce sont des neurones postmitotiques, donc ça va être une réparation par non-homologous unjoining, c'est-à-dire que je ne vais pas avoir une réparation fidèle, je vais introduire des mutations dans mon génome, mais le reste, bon ben voilà, quoi, vous voyez le résultat, hein, on ne fait pas un dessin. Donc, ça a une activité qui est une activité voilà, qui est pathologique, mais évidemment c'est une souris dans laquelle on a induit fortement l'activité de P25. Hein. Donc logiquement, si je suivais un trajet logique dans le cours, il faudrait examiner la possibilité d'une baisse avec l'âge de la fonction DNA repair, réparation d'ADN, par le non-homologous unjoining, puisque dans les neurones qui sont des cellules postmitotiques, c'est la seule modalité de réparation qu'on puisse avoir. Et donc, pour faire ça, je vais le faire, parce que c'est logique quand même, on va suivre l'article, un article assez récent qui a été publié donc en 2014 de Vedia et collaborateurs, qui ont généré une souris dans laquelle le gène de la GFP, qui est une protéine fluorescente, a été inséré dans un locus qu'on appelle le locus ROSA, qui est un locus qui est présent, ROSA 26, qui est présent dans toutes les cellules de la souris. Et des cassures double brin ont été générées dans le gène de la GFP par l'expression d'une endonucléase. Hein. Donc, plutôt que de vous raconter, je vais vous montrer. Hein, donc, voilà ici le gène de la GFP, GFP, c'est-à-dire qu'en fait, il y a un splice qui nécessite... Mais je peux casser ici, j'ai deux sites de clivage par cette enzyme. Et donc, si je casse,
si je veux avoir du vert, c'est-à-dire une protéine totale qui est exprimée, il faut que je puisse réparer. Voilà. Donc, ça me permet de suivre, si vous voulez, la réparation de mon ADN en regardant simplement le nombre de neurones verts. Hein, c'est relativement... ça va de soi. C'est assez facile à comprendre. Donc, ce que vous voyez ici, c'est des astrocytes, des cellules cardiaques, des cellules de rein, des cellules de poumon, des cellules de peau. Et ça vous indique le niveau de capacité de réparation chez une souris jeune et chez une souris âgée. Et vous voyez, pas besoin d'aller très loin, vous voyez immédiatement que ce sont des fibroblastes. Hein. C'est-à-dire qu'en fait, ce n'est pas quelque chose qui est spécifique du tissu nerveux. Hein. C'est-à-dire que ce sont des phénomènes de vieillissement. La peau vieillit aussi, il n'y a pas que les neurones qui vieillissent. Je dirais même que les neurones vieillissent moins que la peau. En tout cas, on ne le voit pas, ça fait moins de peine. Mais vous voyez tout de suite que vous avez une meilleure réparation dans les fibroblastes jeunes, dans les astrocytes jeunes, que dans les astrocytes âgés ou pris chez un animal âgé. D'accord ? Donc ça va encore avec cette histoire dont je vous parlais au début sur le problème de la maladie d'Alzheimer. La question, ce n'est pas tellement de casser, la question, c'est de réparer. Hein. Donc ce que vous voyez, c'est que les systèmes de réparation s'affaiblissent avec le temps. Donc voilà quoi. Donc il décline entre 2 et 4 fois au cours du vieillissement. Je ne me souviens pas quelle est la différence d'âge entre ces deux animaux. Hein. Donc oui, non, ben si, je sais, oui. Donc ils ont pris 4 souris jeunes, 5 mois, et 4 souris âgées, et 25 mois. C'est très vieux, hein, 25 mois pour une souris hétérozygote pour le vecteur, et ils ont isolé ces différents types cellulaires. Et ils n'ont fait que 3 passages pour éviter une sélection éventuellement clonale. Donc, et ensuite, ils ont transfecté ces cellules avec l'enzyme qui clive, et donc ils ont fait des clivages. Et ensuite, ils ont regardé évidemment la réparation en suivant le nombre de cellules qui pouvaient redevenir vertes, parce qu'elles avaient réparé la partie G de la partie FP pour faire la GFP, qui est une protéine verte. Voilà. Alors, l'efficacité de réparation varie aussi entre les tissus. Hein, ça, c'est aussi une chose. Les animaux âgés sont moins efficaces, mais les différents tissus ne sont pas efficaces au même niveau. Donc, on peut espérer que c'est plus efficace dans les neurones que dans les fibroblastes. C'est compliqué comme débat. Hein. Si le cerveau meurt avant le corps, ça laisse moins de regrets. Mais voilà, donc ça, c'est un point de vue. Chacun a son idiosyncrasie philosophique sur cette affaire. Voilà, donc je vois qu'il y en a qui protestent, mais voilà. Donc le papier n'est pas vraiment parfait, je dois dire. Il pourrait être mieux. Car moi, j'aurais aimé savoir ce qui se passe in vivo et dans les neurones, vous en doutez. Hein. Mais pour cela, il aurait été nécessaire d'introduire un gène inductible codant pour l'endonucléase dans la souris. Donc c'est possible, hein, mais ça n'a pas été fait. Et il reste que je pense que cette expérience donne un certain poids à l'idée que si les cassures double brin sont plus fréquentes avec l'âge, c'est sans doute parce qu'elles s'accumulent, mais aussi parce que leur réparation est moins efficace, comme dans le cas de la souris J20, que j'ai déjà mentionné plusieurs fois, la manip de Suberbiel sur la maladie d'Alzheimer. Donc je vais en arrêter là parce que je pense que vous êtes fatigué. J'ai l'impression que vous êtes fatigué. Je suis désolé, c'était un cours un peu compliqué, oui. Oui. 3 questions. Oh la vache. Ce n'est pas une protéine, c'est un polyphénol.
J'ai entendu. Voilà, la première réponse, c'est que il ne suffit pas d'avoir trouvé sur des souris, et ça je l'ai dit souvent, des outils qui permettent de réparer dans des modèles murins, encore faut-il ensuite passer au stade de la clinique pour tester ces outils. Donc je pense qu'il y a énormément d'industries pharmaceutiques qui travaillent en particulier sur les polyphénols, sur le resveratrol qui est une drogue. Encore faut-il savoir la développer et que ce n'est pas d'effets secondaires, et que, etc., etc. Donc il y a dans l'assistance des gens qui ont travaillé dans l'industrie pharmaceutique à un très haut niveau qui vous expliqueront qu'on ne développe pas un médicament uniquement sur la base d'expériences qui ont été faites chez des muridés ou même chez des singes. Donc ça prend du temps. C'est un problème plus simple, même si c'est un problème dramatique. La deuxième question, c'est oui, c'est vrai, la recombinaison homologue, il y a de la réparation aussi dans les cellules qui ne prolifèrent pas. C'est-à-dire que la réparation, l'essentiel de la réparation dans le système nerveux est sur des neurones qui ne prolifèrent pas, par le système, ce que j'appelle de raboutage, c'est-à-dire le non-homologous enjoining. Mais ce sont des réparations qui introduisent des mutations. Et c'est vrai que dans les régions qui prolifèrent, mais qui prolifèrent doucement quand même. Il faut savoir que dans l'hippocampe, vous avez un renouvellement de 1,75% par an de vos neurones, donc ce n'est pas une masse excessive chez Sapiens. Ça, j'y reviendrai la semaine prochaine. Et puis, la troisième question, c'était quoi déjà? Sur les neurones dans l'intestin. Oui. C'est-à-dire que les neurones, en fonction de leur position, c'est sûr que si vous avez un neurone qui est malade de façon génétique, une mutation qui affecte tous les neurones, vous allez le voir peut-être plus facilement dans les neurones intestinaux que dans les neurones cérébraux. La question, c'est il y a le stress, le type de stress qui va induire une mutation. C'est-à-dire qu'un stress qui va se produire dans les cellules intestinales ou dans les neurones intestinaux n'est pas forcément le même stress que vous allez avoir dans un neurone de l'hippocampe. Donc c'est sûr qu'une maladie génétique, vous savez, la question de savoir si quelqu'un a une maladie génétique, c'est relativement simple. C'est-à-dire qu'il suffit de faire un test génétique. Par exemple, si vous avez une famille dans laquelle vous avez une maladie de Huntington qui se balade, qui est une maladie à 100% génétique, d'accord, et que vous demandez à quelqu'un qui est dans cette famille s'il veut se faire un test, savoir s'il l'a, eh bien, vous seriez étonné de savoir combien ne veulent pas savoir. D'accord ? Et en particulier s'ils ont un projet de fonder une famille. D'accord ? Et s'ils font un enfant, ils ne voudront pas forcément qu'on fasse un test prénatal pour savoir si l'enfant est porteur de la mutation. Parce que ça voudrait dire qu'il serait placé devant le choix d'un avortement thérapeutique ou pas. Et il y a toujours l'espoir qu'on va développer des médicaments. D'abord, il y a des gens qui ne veulent pas savoir. Moi, si je peux vous poser la question, qui veut savoir ici s'il a une mutation qui est associée à une maladie d'Alzheimer? Moi, j'hésiterais personnellement, et c'est pour ça que j'hésiterais aussi à faire un PET scan pour savoir combien il y a de plaques par millimètre carré. Donc, il y a des gens qui ne veulent pas savoir. Donc, voilà, quoi. Qu'est-ce que je vous dise de plus, moi? Mais je pense que c'est un problème intéressant aussi sur le plan éthique, bien entendu. C'est-à-dire que, est-ce qu'on veut savoir qu'on est porteur d'une maladie génétique grave pour soi et pour ses descendants, quand on est en âge de se reproduire, bien entendu. Après, le problème est limité. Voilà. Si vous n'êtes pas trop embêté, on se reverra la semaine prochaine. Voilà.